Bonjour, cette semaine aux machines, Antoine Jolicoeur-Desroches, un triathlète qui est bien connu de la communauté, qui est connu également pour son mode de vie vegan. Alors, il vient aux machines pour nous raconter comment c'est, s'entraîner pour être un triathlète professionnel et également pour tout ce qui est philosophie au niveau de son alimentation. Alors, j'espère qu'il vous a inspiré à faire des modifications au niveau de votre alimentation pour améliorer vos performances. En passant les machines, on vous invite, s'il vous plaît, à mettre un 5 étoiles sur iTunes. On voit que beaucoup de gens le laissent dernièrement. Ça nous aide vraiment beaucoup pour le référencement, pour aider à faire connaître le show. Donc, merci pour ceux qui le font. Et s'il vous plaît, les gens qui ne l'ont pas fait encore, allez mettre un 5 étoiles sur notre show. Ça nous aide à continuer à faire cette émission-là, puis vous présenter des nouveaux invités à chaque semaine qui sont de plus en plus et toujours plus inspirants. Alors, cette semaine, aux machines, Antoine Jolicoeur-Desroches. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, Antoine Jolicoeur. Antoine, merci d'être là. Merci de l'invitation. Tu as affronté la tempête pour être avec nous. Ouais, comme d'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas Antoine, Antoine est un jeune triathlète. Il est connu pour ses performances en triathlon, mais aussi pour son mode d'alimentation qui est un peu différent de ce qu'on voit communément ou qui est rendu une tendance un petit peu plus dans le mainstream d'être végétalien. Ouais. Puis, comme tu sais, l'émission, comme vous le savez aussi, l'émission, c'est à propos de crack the code. Tu sais, comment le monde a du succès dans la vie, puis qu'est-ce qu'ils font pour faire ce qu'ils font. Puis, le sport d'endurance est généralement connu pour du monde qui sont un petit peu plus âgés. Et tu as été un jeune qui est arrivé dans le milieu du triathlon. Puis c'est de plus en plus jeune, l'Ironman, je te dirais. Mais de plus en plus, ça devient populaire. Il y a de plus en plus. Mais il y a quelques années, on voyait pas ça. Tu sais, les jeunes qui étaient très performants à l'Ironman. Fait que, merci d'être là, Antoine. Ouais, merci. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Antoine, parle-nous un petit peu de toi. Ah oui, c'est ça. Comme tu disais, j'étais un triathlète sur distance demi-Ironman et maintenant Ironman. Je suis aussi... en fait, j'ai fait un double bac en sciences de l'alimentation et de la nutrition à McGill. Là, j'ai terminé. Puis là, je viens de décider cette semaine que je vais faire une maîtrise en sciences d'activité physique à l'Université de Trois-Rivières. Donc, tu sais, mon monde, ça a tout le temps orienté vers l'activité physique, la nutrition puis le sport. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis le triathlon, c'est vraiment une grosse passion pour moi. Puis avant ça, j'étais un skieur de fond. Puis c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon. Oh, cool. Parle-nous un petit peu de... Évidemment, moi, je pense que quand tu deviens un athlète d'endurance comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand on était plus jeune, que t'étais soit exposé à ça très jeune, ou tu avais un intérêt naturel pour ça. Comment ça s'est passé ta jeunesse? Qu'est-ce qui t'a amené à... Peut-être qu'il s'est levé un jour et dit « Moi, je vais être un pro triathlète ». Ça se peut. Pas vraiment. C'est plus... Quand j'étais jeune, j'ai fait un peu tous les sports comme baseball, basketball, soccer, puis j'étais vraiment pas bon dans ces sports-là, que tous les sports qui requièrent la coordination, là. Surtout, je pense que le baseball, ça, c'était un peu pathétique, là. J'étais comme vraiment jeune puis j'étais vraiment pas bon. Puis j'aimais beaucoup le sport, mais c'était juste que je courais plus un peu partout au lieu de vraiment frapper le ballon, là, au soccer, par exemple, là. Puis j'ai découvert le ski de fond parce que on habite à Saint-Anne-des-Lacs, puis on a des super belles trails en arrière de chez nous. Puis j'ai vraiment une grosse passion pour ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années, comme jusqu'au niveau peut-être canadien ou nord-américain. Et la saison de ski de fond est vraiment courte, là. C'est pour ça que... Moi, je pensais que l'été était court. Mais le ski de fond, c'est encore plus court. Puis à chaque année, la saison diminue encore plus. Là. C'est comme... À chaque fois, c'est comme le championnat canadien, c'est tout le temps comme en mars. Puis là, à chaque fois, on est comme, OK, on va avoir assez de neige. C'est tout le temps la grosse question. Puis fait qu'ils ont fait beaucoup d'entraînement hors ski de fond, là. Donc, beaucoup de courses à pied, beaucoup de vélo. Donc, c'est pour ça que c'est là que j'ai découvert plus j'ai fait un triathlon pour le fun parce que je voulais me rendre en forme pour la saison de triathlon. Donc, comme j'ai essayé tous les sports, mais j'ai vraiment rapidement vu que les sports d'endurance, c'est ce que j'aimais le mieux. Puis c'est ce que je trouvais ce que j'étais le mieux aussi, là, parce que j'aime ça me dépasser. Puis c'est pour ça que comme le ski de fond puis le triathlon, c'est des sports que tu peux vraiment donner à 100%. Puis surtout comme si tu vois une course de ski de fond comme à la télévision, tu vas voir le monde comme s'évanouir à la ligne d'arrivée, ils ont genre de la bave qui coule, puis ça devient quasiment un glaçon parce qu'il fait comme moins 30. Là. Donc j'aime ça les sports qui sont vraiment difficiles physiquement, mais aussi comme mentalement. Puis c'est des sports que t'as pas besoin de tant d'être talentueux, t'as juste besoin d'être capable de souffrir plus que l'autre personne. Puis c'est pour ça que je pense que j'aime ces sports-là, que t'as juste besoin de te pousser plus que l'autre personne durant les entraînements, durant la course. Puis peu importe si l'autre personne est comme en théorie plus talentueuse que toi, tu peux quand même la battre parce que
tu t'es donné à 110% puis comme t'as souffert comme vraiment beaucoup là. Est-ce que tu penses que toi-même t'es un naturel ou bien tu peux souffrir plus que les autres? Si tu te considères, si tu te compares à d'autres athlètes, est-ce que tu dis, écoute, cet athlète-là a beaucoup plus de talent que moi, mais il travaille moins fort? Comment tu perçois un peu tes performances? Je pense que je suis vraiment pas du tout quelqu'un qui a un talent naturel. Là. Je suis vraiment plus quelqu'un qui est capable de travailler très fort, surtout comme quand on fait des tests soit les tests comme récemment, j'ai fait début de la saison, on fait tout le temps une évaluation comme musculaire, puis pour voir si comme je suis équilibré tout ça, puis les résultats c'était vraiment pathétique là, c'est comme si tu regardes les résultats, tu penses que je suis comme un sédentaire qui fait juste écouter la télévision là, surtout comme c'est des tests beaucoup de pliométrie, puis c'était vraiment pathétique. Pour ça que comme tu regardes ça ou tu regardes même un test de comme plus de course à pied, des choses comme ça, tu pourrais pas dire que comme je suis un triathlète professionnel, mais je pense que c'est juste que j'utilise mes capacités qui sont peut-être un peu limitées contrairement à d'autres personnes, mais je suis capable de travailler vraiment fort de ça puis me pousser encore plus. Puis je vois aussi ça comme une motivation que je sais que j'ai peut-être moins de talent qu'une autre personne, mais que vu que c'est un sport d'endurance, ça a un peu moins de grosse importance qu'un sport comme le basketball ou le baseball, que là c'est vraiment beaucoup le talent qui a une plus grosse importance. Mais je sais que c'est comme un peu le ultra trail aussi, tu fais juste t'entraîner plus fort, pousser plus fort, puis jour après jour, puis après tu peux arriver au même niveau qu'une autre personne. Puis après un certain niveau, c'est rendu le côté mental aussi qui prend la plus grosse partie de la chose, surtout dans les longues distances comme Ironman ou une course de longue distance aussi là. Là, t'es devenu athlète professionnel, on peut dire, dans le fond, depuis quoi, 3 ans? Je pense, là, je viens de finir ma 4e année professionnelle, donc je vais débuter ma comme 5e année en tant que professionnel là, parce qu'en fin de compte, comme il y a différentes distances, puis avant j'étais plus à la catégorie ce qu'on appelle élite, qui comme c'est un sport amateur, mais parce que c'est un sport olympique, mais dans ce niveau-là, il y a quand même du monde qui font ça comme une profession, mais c'est juste qu'étant donné que c'est les distances sprint olympiques, c'est aux Jeux olympiques, c'est un peu comme le patinage de vitesse ou n'importe quel autre sport, c'est comme, vu que c'est aux Jeux olympiques, les athlètes, c'est des athlètes amateurs, mais la plupart du monde font ça quand même, mais sur un haut niveau, faut quand même ça à temps plein, là. Mais là, c'est vraiment comme une autre catégorie à part parce que le triathlon de longue distance, c'est pas un sport olympique, c'est vraiment professionnel. T'es un peu comme ton propre CEO, là. Tu fais pas partie, t'es un peu ta comme propre business, là. Tu fais pas partie d'une fédération, tout ça. Tu choisis tes propres courses, tu choisis tes commanditaires, puis t'essaies de vivre de ça, là. C'est quoi vivre de ça, justement? Mais là, en ce moment, je suis pas encore à ce niveau-là, là, C'est survivre. Ouais, c'est plus survivre. C'est ça, c'est plus survivre que vivre, mais en ce moment, vu que je suis aux études, j'ai un peu moins besoin de, comme, focusser à 100% là-dessus pour voir si je peux, survivre de ça. Donc, c'est possible de vivre du triathlon. C'est sûr que comme, c'est un peu comme, t'as peut-être 5 ou 10 triathlètes qui vivent vraiment bien de ça, là, comme Frodeno, Lionel Sanders, que, ils font beaucoup d'argent avec les courses, mais aussi, la plupart de leur argent, peut-être 60% de l'argent qu'ils font vient des commanditaires. Donc, durant la saison, si je fais comme quelques top 5 ou podium, je fais un peu d'argent, puis je fais un petit peu d'argent avec les commanditaires, mais c'est pas assez pour vraiment, tu sais, comme que je peux dire comme, ok, je vis 100% du triathlon. Pour ça qu'aussi, je fais un peu de coaching ou d'autres choses on the side, mais pour le moment, étant donné que je suis encore aux études, c'est pas comme, j'essaie pas des fois, c'est comme quand tu dis comme si j'étais à 100% dans le triathlon, ce serait aussi un autre stress de plus parce que t'es comme, ok, je vais essayer être capable de payer mon bill de l'appartement ou si je vais manger du crabe de nœud pour le restant de ma vie, là. Du crabe de nœud vegan. C'est-tu végétalien? Ouais, c'est ça. Faut que j'enlève le sac de faux fromage. Dans le fond, c'est juste des pâtes. Juste des pâtes. Wow. Puis dis-moi donc, tes parents, comment, parce que t'as commencé jeune à faire du triathlon quand même, maintenant t'as 23 ans. 25. 25 ans. T'as commencé plus jeune, mais. C'est correct, moi aussi. T'as commencé quand même assez jeune dans le sport d'endurance, j'imagine. Ouais. Tes parents étaient-tu impliqués là-dedans d'une manière ou d'une autre ou pas du tout? Est-ce qu'ils en faisaient eux-mêmes? Est-ce que... Mes parents, ils ont jamais fait un triathlon. Une fois, j'ai réussi à les convaincre de faire un triathlon en équipe. Mais à part de ça, non. J'essaie de toujours convaincre ma mère. Comme on avait dit, à 60 ans, on va faire un Ironman, mais j'étais encore en train de la convaincre. Mais eux, ils faisaient beaucoup de... Mon père fait du vélo. Ils font beaucoup de ce qu'ils font aussi. Ma mère fait la course à pied, mais avant, c'est une nageur de longue distance. Ouais. Puis elle faisait du water polo aussi. Fait que peut-être le côté comme ma force plus la natation, puis ça, je pense que je tire de elle, là. C'est un peu, j'ai peut-être un peu des gènes de nageur de elle. Mais la passion, c'est surtout, je pense, la passion de être à l'extérieur puis d'être actif. Mais
je dirais pas ils m'ont jamais comme vraiment poussé à faire du sport, mais ils m'ont tout le temps ouvert à toutes les options qu'il y avait là. Puis là, présentement, ils sont quand même très présents, je pense, dans tes courses, puis... Ouais, c'est ça, surtout comme sont vraiment là. Son sponsor. Ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup, c'est sûr, là, comme faudrait que je me... Ouais, sponsor numéro 1. Ouais. Mais ouais, ils sont vraiment, ils supportent beaucoup là. Puis je trouve ce qui est important aussi, comme c'est bon de supporter, mais pas de trop de pousser là, ce qu'ils ont fait aussi là. Tu vois souvent dans les sports comme encore plus dans les sports d'équipe comme au hockey, tout ça, des parents qui sont comme trop intenses, mais même dans les sports de comme en ski de fond, tu sais, j'ai vu du monde que les parents c'était comme tu sais forcer les athlètes à performer puis créer après l'athlète s'il y avait pas une bonne performance. Tu sais, mes parents c'était comme OK, t'as fini dernier, mais c'est pas grave, on est quand même content. Puis il m'encourageait, mais sans me pousser à... Je pense probablement s'il m'avait trop poussé, j'aurais probablement pas eu un intérêt à continuer là-dedans. Là. C'est quelque chose qu'on voit, puis moi, j'ai pas été exposé vraiment à ça. Je vais être honnête avec toi, j'étais pas bon dans les sports quand j'étais jeune aussi. Mais toi, tu aimais le baseball. Mais j'aimais le baseball, j'étais très bon au baseball. Mais c'est-tu quelque chose que tu vois, là, t'es une autre génération, moi j'ai 40 ans, t'as 25 ans. Tu vois-tu souvent des parents qui sont très compétitifs? Tu voyais-tu dans ce qu'ils font, dans ces sports-là, c'était quelque chose qui était présent? La pression sur les jeunes? Je pense que oui. J'ai quand même vu ça assez souvent. Là. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins présent dans certains sports comme peut-être le ski de fond parce qu'on n'a pas comme... Tu sais, le hockey, c'est comme ça fait partie de notre culture. C'est payant. C'est payant aussi. Des fois, je vois comme des parents qui vont comme... Ils veulent quasiment pousser leur athlète à faire du golf ou du hockey parce que c'est les sports les plus payants, même si l'athlète, peut-être, il veut juste faire du curling, tu sais. Mais si le curling était payant, peut-être ce serait l'inverse aussi. Tu sais, le ski de fond, c'est pas comme quelque chose que... C'est assez rare, les parents qui vont dire « Ah, je vais pousser mon athlète pour faire du ski de fond parce que je sais qu'il va avoir une bonne carrière puis il va faire de l'argent. » Mais des fois, c'est comme... par exemple, il y avait un athlète en ski de fond, puis je pense que son père était un Russe, puis tu sais, en Russie, c'est vraiment gros le ski de fond, puis il poussait vraiment beaucoup. Puis, mais aussi, des fois, c'est plus des parents que, par exemple, ils auraient voulu eux-mêmes atteindre un autre niveau, puis là, c'est comme un peu leur plan B, c'est qu'au moins leur enfant atteigne ce niveau-là. Ils vivent leur rêve à travers leurs enfants. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est comme ça met vraiment beaucoup de pression sur l'athlète, puis souvent, l'athlète aurait pu avoir une très belle carrière, puis avoir du fun dans le sport, mais il y a tellement une grosse pression qu'il décide d'arrêter complètement parce que c'était comme trop intense, tu sais, comme quand t'as 10 ans, puis tes parents te crient après parce que... Écoute, nous autres, on a été faire une course en Arizona, puis un jeune de 11 ans. Pas même plus vieux, là. Écoute, 12 ans. Je vais dire 12 ans, là. En 12 et 14 ans. Ça, je me souviens plus, je peux te trouver l'âge. Je pense que c'est plus 12, là. Sa mère a fait un Ironman dans sa vie, mais elle poussait son garçon à faire des affaires extrêmes, puis il courait le 100 000. Wow. L'année d'avant, il avait abandonné, puis là, il se reprenait, puis il l'a terminé, là. C'est aussi, c'est comme... Tu sais, des fois, on va voir ça comme, par exemple, je sais comme Anton Krupika, il a commencé très, très jeune, puis il a fait comme, je pense, son marathon à 13 ans, son premier marathon, puis après son 100 000 très jeune. Mais tu sais, c'est lui-même qui s'est poussé à faire ça. Mais quand c'est l'inverse aussi, des fois, c'est comme, tu sais, c'est un peu dangereux physiologiquement quand t'as comme 11 ans, de faire 100 000 ou même faire un marathon quand t'as 11 ans, c'est quand même, c'est intense. Mais c'est pas juste le faire, c'est l'entraînement aussi pour être capable de le faire, là. Fait que c'est tout le mode de vie imposé un peu en arrière de ça. Et non juste, OK, tu cours pendant une journée, puis après, on n'en parle plus, là. Non, c'est très tricky, là, ouais. Ça m'intéresse ta vision de l'alimentation parce que moi j'ai écouté beaucoup de reportages récemment, c'est quelque chose qu'on a un peu instauré dans notre famille aussi, de manger moins de protéines animales parce que pour différentes raisons, des fois la qualité est pas là. Ouais. Comment ça a commencé sur ton aventure pour être végétalien puis pour maintenant en faire un mode de vie? Comment ça s'est passé? Moi, au début, c'était... mais je me rappelle exactement, c'est comme la journée, c'était la semaine avant une Coupe du Monde, puis j'étais comme dans l'hôtel, j'avais rien à faire un peu, puis là, j'étais comme sur Twitter. Puis là, j'ai vu une vidéo de cruauté animale qui a juste passé sur mon feed de Twitter, puis là, c'était une vidéo de juste 30 secondes. Puis là, sur le coup, j'ai décidé comme j'ai arrêté de manger de la viande. Je trouvais ça juste dégueulasse, horrible, puis tu sais, souvent, c'est pas... c'est assez... De plus en plus, on voit des images de ça, de cruauté animale, tout ça, on voit ça ressemble à quoi un abattoir, mais il y a pas si longtemps, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment très privé. Puis justement, aux États-Unis, il y a des lois pour qui empêchent justement de filmer des abattoirs, même de filmer où ils élèvent des poulets ou des vaches, tout ça. Donc juste d'avoir ça, ça m'a fait réaliser que je voulais pas faire partie, je voulais pas comme être responsable de la mort ou juste de cette souffrance-là. Mais pendant un certain temps, je mangeais quand même du poisson,
sais, j'étais plus comme pescadarien. Donc, des fois, je mangeais quand même du fromage ou du lait puis du yogourt. Mais après, c'est vraiment le film Cowspiracy qui est vraiment sur le côté écologique de l'alimentation animale. Puis c'est comme les statistiques, ça montre que c'est encore pire pour l'environnement. L'empreinte écologique est encore pire que juste les autos, tout ça. Puis on parle souvent que faut qu'on limite nos voyagements, tout ça, pas prendre l'avion, prendre le moins possible l'auto, mais il y a pas si longtemps, on parlait pas du tout de notre alimentation, puis justement, ce film-là a vraiment aidé à rendre ça beaucoup plus quelque chose de connu, puis maintenant, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, tout ça, puis c'est vraiment ce film-là qui a rendu ça connu, puis de plus en plus on en parle. Fait que là, que j'ai décidé d'arrêter de manger des produits laitiers, des œufs, puis du fromage. Donc ça fait comme, je pense que ça fait 8-9 ans que je suis végétarien, puis ça fait comme 4-5 ans que je suis vegan. Donc ça doit être plus le fun maintenant, là. On en voit plus souvent. Non, là, mais ça. il y a comme 4-5 ans, là, c'était moins évident. Là. Moi, je me rappelle, puis à chaque fois, comme je faisais des grosses décisions comme ça, mais c'est quand même assez gros parce que c'est ton alimentation, là, tu manges comme, surtout un triathlète, tu manges comme 6-7 fois par jour, tu sais. Puis c'était comme, juste avant une compétition, comme au New Jersey, quelque chose comme ça, au New Hampshire, je pense, puis là, je savais pas du tout quoi manger, là, c'était comme... Mais là, après, c'est assez vite que tu te rends compte que c'est juste simple, tu sais. Il y avait comme, mettons, c'est une sandwich avec comme légumes puis du fromage. Je fais juste demander d'enlever le fromage, tout ça, puis c'est beaucoup plus... C'est assez facile de trouver des options, mais de plus en plus maintenant, quand je voyage, puis comme, même des endroits comme le Texas, tout ça, que tu pourrais penser que c'est juste comme... Tu sais, Texas, c'est très barbecue, là, c'est ça. Mais il y a des options, vraiment. Il y a même encore plus des options qu'au Québec. Tu sais, comme tu vas dans Whole Foods ou même dans comme un Walmart, tu vas quand même voir du tofu ou plein d'autres affaires qu'on n'a pas encore ici. Donc, c'est vraiment en croissance, puis dans les comme 4-5 années que je suis vegan, j'ai vraiment vu une grosse progression dans l'accessibilité de tous ces produits-là, même dans les aéroports. Donc, ça rend ça plus simple. Vraiment plus simple. Là. Fait que des fois, tu sais, c'est souvent ce qu'on me demande, comme quand tu voyages, est-ce que c'est compliqué? Mais de plus en plus, c'est vraiment facile. Fait qu'il n'y a plus vraiment de raison de pas au moins essayer pour quelqu'un qui veut faire le switch, là. Il y a beaucoup d'athlètes qu'on voit aussi qui sont vegan. Est-ce que tu penses que ça a un impact aussi côté performance ou sont toutes comme toi si on vu une vidéo puis il y en a beaucoup. Ce qui est le fun, c'est que il y a comme un peu le trio des raisons pourquoi devenir vegan. Il y en a que c'est comme pour la santé, il y en a que c'est pour le côté éthique, puis il y en a que c'est pour le côté environnemental. Moi au début c'est vraiment le côté éthique, après c'est le côté environnemental, mais après j'ai vu un peu le côté pour la santé, pour la performance que ça peut aider. Surtout le côté plus... des fruits et légumes, c'est beaucoup d'antioxydants, des graines, des noix, tout ça. Puis beaucoup d'alimentation, la viande, les produits laitiers, ça crée beaucoup d'inflammation. Puis le sport aussi, tout le stress qu'on fait sur notre corps, c'est l'inflammation qu'on crée sur notre corps. Puis si en plus tu ajoutes d'autres inflammations là-dessus, ça nuit un peu à ta récupération. Puis manger un gros steak après un gros entraînement, déjà là, ton corps essaie de tout réparer, les bris musculaires, toute l'inflammation qui a été créée par ce gros entraînement-là. Là, après, tu demandes à ton corps d'essayer de digérer ce gros steak-là. C'est vraiment plus difficile, tandis que si tu manges, par exemple, un salade de quinoa avec un peu de noix puis des pois chiches, mais c'est beaucoup plus facile à digérer. T'as pas de produits qui créent l'inflammation, mais t'as aussi des produits qui réduisent l'inflammation, donc ça te permet de récupérer plus facilement. Donc, je pense que le côté un peu plus performance, c'est plus le côté que ça peut permettre de mieux récupérer. Puis c'est sûr, dans un sport que tu fais 3-4 entraînements par jour, si tu peux récupérer comme peut-être juste 5-10% à chaque fois, ça peut pas sembler beaucoup pour certaines personnes, mais rendu à un certain haut niveau, ce 10%-là, ça a un gros impact. Mais aussi le côté santé aussi, c'est juste pour diminuer le cholestérol, diminuer le risque de diabète, les maladies cardiovasculaires. Comme il y a un livre vraiment bon, c'est How Not to Die, puis il explique un peu comme, tu sais, je pense que c'est les 8 plus grosses maladies qui sont liées au nombre, qui sont la cause de mortalité. Puis il explique comment, comme par exemple le cancer, maladies cardiovasculaires, comment l'alimentation végétalienne ou végétale, juste manger un peu plus de fruits et légumes, peut aider à réduire ce nombre de maladies-là. Puis ça peut vraiment aider pour ça. Fait que, pour ça, de plus en plus, on va voir des gens qui vont vers une alimentation végétalienne, pas pour des raisons éthiques, environnementales, mais vraiment pour des raisons de santé puis de performance, comme il y a beaucoup de monde dans la NBA, dans la NFL maintenant, c'est vraiment comme de plus en plus la mode. Fait que c'est le fun de voir qu'ils font ça pour vraiment des raisons de performance, tandis que il y a pas si longtemps,
c'était l'inverse. Ils avaient peur de devenir vegan parce qu'ils pensaient que ça allait nuire leur performance. Là, c'est l'inverse. Ils vont, tu sais, au début, ils ont pas vraiment le côté éthique ou environnemental, c'est pas vraiment un intérêt pour eux. Ils vont vraiment du côté performance, mais de plus en plus, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'ils commencent à lire là-dessus. Puis de plus en plus, ils commencent à voir qu'aussi, un impact sur l'environnement puis sur le côté éthique. Puis là, ça leur aide aussi à rester dans cette alimentation-là. Parce que c'est sûr que si t'as comme t'as un why, tu sais, comme c'est un raisonnement qui est très profond. Donc, si c'est comme, par exemple, je mange pas d'aliments parce que je veux pas tuer un animal ou je fais ça pour sauver la planète, c'est beaucoup plus facile de faire une bonne décision quand quelqu'un t'offre du bacon, tu dis, OK, bon, je vais pas le prendre. Mais si des fois, c'est juste une question de performance ou de santé, des fois, c'est plus facile de comme... De dire, je vais tricher aujourd'hui. Je vais tricher une fois, ouais. Puis des fois, quand tu triches une fois, mais là, c'est plus facile d'arriver dans... Ça dégringole, là, un peu, là, mais... C'est intéressant. T'as-tu des fois des envies, des fois, de retourner, c'est complètement passé, ça tente pas de manger de la viande, un steak, ou t'as pas... Du fromage. Ou du fromage. C'est assez rare. C'est sûr qu'avant, je mangeais beaucoup de yogourt grec. Pour ça que... Et tu serais triste, toi? Je serais malheureux, là. C'est ça, le yogourt grec, je trouvais que c'était une bonne affaire, tu sais, comme... Vu que c'était comme assez relativement santé, puis aussi une bonne source de protéines. Ouais. Fait que là, j'essaie de trouver comme d'autres options pour un peu remplacer ça. Des fois, c'est juste un peu comme du tofu de serre qui est très bon aussi, ou des fois, il y a quelques compagnies qui font du faux yogourt. Ouais. Puis qui ont aussi des probiotiques, donc ça il y a le goûte même très effet. spécial. C'est ça, il y en a certaines qui goûtent assez... Surtout si tu prends le yogourt comme naturel, c'est assez comme je mets un peu de sirop d'érable pour que ça goûte un petit peu mieux, là, mais sinon, comme je prends beaucoup de tofu pour comme remplacer ça un peu. Mais peut-être ça, puis aussi des fois, c'est comme... Mettons, je voyage, puis là, c'est comme... je suis dans l'aéroport ou comme... Je fais un road trip, puis là, c'est comme... il y a un muffin, il a vraiment l'air bon. Puis je sais qu'il y a des œufs. Je vais faire... j'aurais le goût de prendre ça, mais je peux pas. Mais si je veux voir la viande, ça va pas du tout me tenter parce que... Maintenant, c'est comme je vois la viande, je vois l'animal en même temps, dans le fond. Tu sais, avant, c'est comme... Je voyais comme... la volaille, je voyais pas le poulet, tu sais. Je voyais juste comme une poitrine de volaille, mais là, je vois comme vraiment le poulet ou... Puis là, je vois comme comment ils sont dans leur... Est-ce qu'ils te parlent quand tu vois là? Dis-moi pas! Ouais, c'est comme maintenant, la connexion se fait beaucoup plus, puis... ouais, c'est ça, ça serait comme... Fait que il y a pas du tout d'intérêt pour ça, là. Ouais. Je suis quand même étonné parce que moi, j'aurais cru que tu serais venu me dire aujourd'hui que c'est pas pour l'environnement, c'est pas pour les animaux, c'est pour la performance que tu étais rendu. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Je suis étonné que tu me dises tout ça aujourd'hui, mais ça fait du sens. Puis je pense que c'est sûr que si tu vois une poitrine de poulet puis tu vois le poulet à plis qui te parle, ça donne pas envie de le manger. Ouais. Dis-moi donc, au point de vue, plus t'as étudié là-dedans, dans la science de l'alimentation aussi. Ouais. Et t'es encore là-dedans. Ouais, ça, puis là, comment au point de vue technique, comment tu vois ça pour le futur? Est-ce que tu penses que de plus en plus de gens vont aller vers ça pour des raisons de santé? Est-ce qu'il y a des raisons qui sont valables pour faire ces choix-là? Je pense que oui. Je pense que de plus en plus, même le guide canadien ici, de plus en plus, ils vont diminuer. Comme avant, c'était vraiment comme viande et substituts, puis c'est vraiment gros. Tu vois les images, moi, c'est ça. Puis même, c'est comme... C'est sûr, il y a beaucoup un peu de... Surtout, je pense beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada, mais il y a beaucoup d'influence des grosses compagnies. Tu sais, c'est comme les grosses compagnies comme Tyson, qui sont comme les plus grosses compagnies de viande. Eux, c'est sûr, ils vont essayer d'influencer un peu le gouvernement, surtout américain. Je pense que c'est un peu moins pire au Canada. Mais des fois, c'est comme si c'est le guide... le guide américain, mais c'est ça, le lait ici, là. Hein? Ici, c'est quand même les œufs et le lait, là, je veux pas. Aussi, puis c'est sûr que je pense l'industrie laitière au Québec est vraiment grosse, puis comme je me rappelle quand j'étais au Jeux du Québec quand j'étais jeune, puis là c'était comme le lait, c'était comme partout là, il y avait comme du lait to go partout. Deux grands verres de lait par jour. Font-tu ça encore à l'école, les berlingots de lait? Les petits berlingots. Moi j'ai connu ça aussi. Moi c'était surtout le lait to go là, puis c'était comme du lait sucré au genre à la fraise là, qui donnait ça comme après les courses comme au Jeux du Québec, plein d'affaires, puis là c'était comme partout là, comme buffet du lait, c'est la meilleure chose au monde, puis surtout Ironman aussi, maintenant, il y a toute la grosse affaire de, Got Chocolate Milk, plein d'affaires comme ça. Fait que c'est sûr que, les grosses compagnies ont un gros budget, faut qu'ils essaient d'influencer ça, puis des fois, ça peut être juste comme mettre de la publicité ou juste d'influencer les écoles à donner du lait, des choses comme ça. Mais de plus en plus, on voit un peu que ils vont promouvoir plus les légumineuses, dans le guide de l'alimentation canadienne, ou juste dans les cours aussi, dans les livres d'école de nutrition, ils montrent, l'aspect positif pour la santé de l'alimentation. Puis même de plus en plus, ils vont aussi parler du côté écologique. Même si c'est un cours de nutrition, ils vont quand même... Parce que la nutrition puis comme l'environnement, c'est quand même très lié ensemble. Donc,
ce serait un peu niaiseux pour un professeur de juste parler du côté nutrition, juste pour la santé, mais de pas du tout parler de comme l'effet que ça a sur l'environnement. Puis ça va dépendre de certains professeurs. Certains professeurs vont juste parler du côté nutrition, mais de plus en plus, on va voir des professeurs qui vont dire comme par exemple, on parle des protéines, ils vont parler les protéines animales, les protéines végétales, les légumineuses, tout ça, puis on va parler aussi du côté environnemental, même si c'est pas un cours d'environnement, parce que à chaque jour quand on va à l'épicerie, on a un choix qu'on fait, puis c'est un choix vraiment facile à faire. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, souvent on se plaint au gouvernement que le gouvernement fait pas les bonnes décisions concernant l'environnement, que ce soit comme le pétrole, des choses comme ça, ou le transport en commun. Mais là, au moins, c'est une décision vraiment concrète qu'on peut faire à chaque jour. Comme, même 3-4 fois par jour, à chaque fois qu'on mange, on fait une petite décision qui a un impact sur la vie des animaux, mais aussi sur l'environnement. Je pense, l'environnement a vraiment besoin de faire un gros changement radical parce que ça... Je suis souvent quelqu'un d'optimiste, mais du côté environnement, puis ce que je vois aussi aux États-Unis, puis juste comme les feux de forêt en Californie, puis comme Trump qui pense que le réchauffement climatique, ça existe pas, ou comme... c'est un peu décourageant. Fait que pour ça qu'au moins, je sais qu'eux, ils vont faire des décisions un peu niaiseuses parce que c'est Trump est niaiseux, mais au moins, je sais que moi, je peux faire une décision jour après jour qui va avoir un impact sur l'environnement. Puis je pense comme récemment, Justin Trudeau a investi de l'argent sur le développement de protéines végétales. Je pense que c'était comme un 5 millions, qui est pas beaucoup, mais au moins, c'est comme un pas vers l'avant. Puis de plus en plus aussi, même les compagnies qui vendent qui vendent la viande, comme Tyson, justement, qui est comme la grosse compagnie qui vend du bœuf. Eux-mêmes, ils investissent de l'argent dans des compagnies comme Beyond Meat, qui est des produits qui développent... comme le Beyond Meat, c'est le burger qui est vendu à AEW. Tu l'aimes-tu? Il est quand même bon. J'avais écouté une fois... Il est bon. Ouais. C'est ça, c'est comme... C'est du fast-food pareil, là, mais c'est... Ce qui est le fun, c'est que, justement, comme les statistiques, ils montrent qu'il y a plus de monde qui sont pas végétariens ou pas végétaliens qui mangent le Beyond Meat que du monde qui sont vegan. Ouais. Fait que ça attire vraiment un public pas du tout attiré à ça. Mais je pense que c'est les foolies un peu. Les curieux, là, ouais. Ça, parce qu'on s'entend que les puristes, ils vont pas manger un Beyond Meat de chez Non, c'est ça. Right? Peut-être comme quelqu'un du Texas que lui, sa fierté, c'est sa sauce barbecue puis ses ribs. Il va probablement pas manger le Beyond Meat. Mais de plus en plus, ils vont voir que si c'est une option, ça goûte aussi bon. C'est un peu mieux pour la santé. Je dis pas que c'est vraiment bon pour la santé, c'est quand même très gras tout ça. Mais comme il y a un peu plus de cholestérol, un peu plus de fer, un peu plus de protéines. Il y a un peu moins de cholestérol, c'est juste ce que je veux dire. Mais puis aussi c'est un meilleur choix pour l'environnement puis les animaux. Mais si le goût est pareil, probablement ils vont peut-être choisir le Beyond Meat parce que c'est l'option qui est plus attirante. C'est un peu comme le Beyond Meat ou toutes les autres options comme ça, c'est un peu comme la Tesla. C'est comme, tu sais, mettons t'as les Prius, que c'est comme, ok, tu sais que c'est le meilleur choix écologique, mais il y a beaucoup de monde, ça leur tente pas de rouler une Prius parce que ils vont se faire niaiser parce que c'est une Prius pis ça va pas vite. Mais là, t'as la Tesla qui est le meilleur choix écologique, mais est vraiment belle. À l'intérieur, c'est vraiment tout est shiny, tout beau. C'est un peu le même équivalent. Tu sais, comme, tu veux offrir une option qui est équivalente, mais qui est meilleure. Donc, c'est un peu ça que comme, plusieurs compagnies comme Beyond Meat, Impossible Food. Ça, c'est des compagnies que Bill Gates, plein de monde qui ont beaucoup d'argent, ils investissent là-dedans parce qu'ils voient que c'est vraiment le futur. Puis on voit que de plus en plus, surtout dans les laits végétaux, ça a pris comme une grosse proportion du marché. Du côté de la viande, c'est beaucoup moins, là, comme le tofu, puis le tempeh, puis les autres fausses viandes. C'est un beaucoup moins gros pourcentage contrairement à la viande. Par exemple. Mais c'est vraiment en croissance, c'est vraiment exponentiel. Puis si on considère dans 5-10 ans, mais ça va prendre beaucoup plus grosse proportion de toute l'épicerie. Puis au moins, l'important, c'est que les gens ont plusieurs options. Tu sais, tu vas à l'épicerie, tu as une option végétale, meilleure pour la santé, puis meilleure pour l'environnement, puis tu as l'autre option. Là, rendu là, c'est la personne qui va faire la décision, mais au moins, si on peut offrir les deux options, puis idéalement que les deux options aussi soient au même coût. C'est un peu ça le problème aussi maintenant, c'est comme le Beyond Meat est beaucoup plus cher que les autres options, puis aussi le Clean Meat, qui appelle, c'est comme c'est vraiment de la nourriture qui est faite à partir de stem cells pour développer de la viande. Maintenant, tu peux développer comme une poitrine de poulet à partir de stem cells ou du bœuf, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus écologique parce que tu fais ça dans un laboratoire. Puis c'est pour ça que là, il y a beaucoup d'argent qui sont investis là-dedans. En ce moment, c'est beaucoup plus cher que la viande, mais de plus en plus, ça va être au même prix. Puis je pense que ça va être... Dans certaines années, ça va être la seule option possible parce que
la consommation de la viande, comme aux États-Unis, a diminué un petit peu, mais dans la population générale, surtout dans le monde, c'est vraiment en croissance. Surtout comme tous les produits comme l'Inde, la Chine, parce qu'ils commencent à avoir un peu plus d'argent, ils sont moins un pays du tiers-monde. Ils commencent à avoir de l'argent, fait que pour eux, la viande, ça a tout le temps été associé à comme... Un produit de luxe. Un produit de luxe. Fait que là, c'est comme une fierté de manger de la viande. Puis là, de plus en plus, la consommation de viande augmente. Alors qu'à l'époque, les autres, c'était pas ça, là. Non. C'est ça. Puis là, justement, depuis ce temps-là qu'on voit le nombre de maladies qui augmente, mais ils sont tellement beaucoup là-bas que s'ils commencent tout à manger la viande à une quantité énorme, l'impact sur l'environnement va être majeur. Puis aussi, on a juste pas assez de ressources pour nourrir toutes ces populations-là avec la viande. Fait que c'est comme pratiquement dans quelques années, c'est la seule option possible parce que tu peux pas... Si, par exemple, on utilisait toute notre planète pour faire du grass-fed beef, ça serait impossible parce qu'il y a pas assez de place pour ça. C'est pour ça que les vaches, les bœufs sont cultivés dans des endroits où ils sont vraiment mis dans des enclos, tout ça, ouais. Wow. Dis-moi, j'avais une question qui me venait en tête pendant que tu me parlais, puis j'essayais de la retenir des fois. Puis là, des fois, quand je parle, je commence à parler. Je la perds. Oui, si l'option était là de faire une poitrine de poulet en laboratoire, est-ce que tu mangerais de la viande? Je pense pas. Parce que même si je sais que... Parce qu'elle peut pas te parler, là. Hein? Attends, regarde pas, non. Je pense que même si je sais qu'il y a pas un animal qui a été tué pour ça, je pense que comme le côté... L'association se ferait quand même vraiment dans ma tête. Puis il y a peut-être un côté de dégoût quand même qui se ferait. Mais dans un sens, c'est vrai que comme le Beyond Meat, ça c'est pas du tout... C'est fait à partir de la protéine de petits pois. Mais c'est tellement vrai que la première bouchée que j'ai prise, j'étais comme... c'est vraiment de la viande ou pas? Mais je l'ai quand même mangé puis j'ai aimé ça. Donc peut-être que si je vois vraiment que c'est comme vraiment bon pour l'environnement puis pour la santé aussi, peut-être je vais en prendre, mais ma première comme réaction, c'est probablement pas. J'aime mieux manger comme des légumineuses, des choses comme ça, plus simples. C'est peut-être le Beyond Meat, c'était une conspiration pour virer les végétariens, les retourner vers la viande. C'est pour ça qu'ils mettent de l'argent là-dedans, dans le fond. Dis-moi tes inspirations pour la cuisine végétarienne. C'est quoi c'est qui tes plus grandes inspirations pour... Est-ce que tu cuisines, personnellement? Oui, je cuisine, mais c'est quand même assez... rudimentaire. Assez rudimentaire, mais c'est surtout comme... j'essaie de manger des choses qui sont le plus simples possible. Puis aussi, comme... c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps aussi, parce que je finis un gros entraînement, je veux manger le plus rapidement possible, parce que j'ai faim, puis aussi, c'est le moment idéal pour récupérer. Mais aussi parce que... On dirait de plus en plus, tu manges des aliments comme simples, comme souvent... comme je suis un gros fan des patates douces, juste des fèves noires, tout ça. On dirait de plus en plus tu t'habitues à ça, c'est juste ça que je veux manger dans le fond, tu sais, avec un avocat, des choses comme ça, des choses vraiment basiques. Comme j'ai pas vraiment l'intérêt à me faire comme un faux mac and cheese ou comme, tu sais, de temps en temps, je vais me faire comme du tempeh ou sauce sirop d'érable, des choses de même, là. Comme justement la cuisine de Jean-Philippe. Ça, c'est vraiment une bonne inspiration, puis c'est pas trop long. Moi, c'était une révélation un peu, ce gars-là, parce que ce qu'il fait, ça vient simplifier tout le processus de vouloir manger plus santé, plus végétarien, parce que sinon tu dis hey, du tofu là, honnêtement ça va te rouler dans la bouche, mais lui tu sais il simplifie, il rend le fun, puis il simplifie pour toute la famille. Fait que nous autres qui a des enfants, c'est bien plus facile. Tu regardes ça, c'est facile cuisiner végétarien, c'est facile changer ses habitudes, c'est facile leur faire passer du tofu. Ce qui est le fun, c'est aussi parce que souvent comme justement quand je suis devenu vegan, il y avait pas beaucoup de recettes comme québécoises, fait que c'était surtout comme des livres français, puis là c'était comme plein d'ingrédients qui existaient pas, puis là ma mère était découragée, c'est comme mais là on n'a pas cet ingrédient là, ça coûte une fortune, puis on a juste comme faut l'acheter quasiment sur internet là, des affaires comme ça, mais là c'est vraiment des ingrédients que tu peux aller au métro ou IGA, tu vas les avoir, puis ça te prend 2 secondes à faire. C'est quasiment tout du non périssable, c'est ce que Jean-Philippe dit aussi, c'est 2 affaires que tu mets sur ils ont no shelf life. Ils vont rester là, puis ça en conserve, fait que c'est intéressant pour ça aussi. Je pense que ça, c'est important de comme... c'est aussi une façon de comme d'attirer le monde vers le végétarisme ou le végétalisme, c'est de faire de la nourriture qui goûte bon. C'est un peu comme... Si tu vas dans un repas puis t'es la seule personne qui est végétarien ou végétalien, là t'amènes soit justement du tempeh qui goûte le bacon parce que c'est au sirop d'érable, puis là ça goûte vraiment bon, ils vont l'essayer. Ou juste un gâteau au chocolat que le monde croirait pas qu'il n'y a pas d'œufs ou pas de lait. C'est une bonne façon de les attirer vers ça pour les rendre plus curieux au lieu de
t'es dans un repas de famille, surtout là c'est le temps des fêtes bientôt là. Là tu commences à parler de comme OK mais ce que vous faites c'est vraiment pas bon pour l'environnement, c'est vraiment pas bon pour les animaux. T'as-tu des fois des débats là-dessus? Est-ce que j'essaie de moins en moins là parce que c'est juste pas le meilleur sujet de conversation à Noël. Sinon le souper finito. Ouais. Les parents est-ce qu'ils ont adhéré à ce mode de vie là aussi ou mais dans ma famille on n'était jamais vraiment du monde qui mangeait beaucoup de viande déjà. Donc, comme surtout ma mère mange pratiquement pas de viande, mais ils vont quand même manger du poulet. En cachette. Ouais, quand je suis pas là, ils sortent les bus, tout ça. Le PFK. Antoine n'est pas là, yes! Ouais, peut-être, je sais pas, dans le fond. Mais généralement, ils sont assez, je dirais, ils tendent plus vers le végétarisme que l'alimentation comme conventionnelle, mais sont pas 100% végétariens ni 100% végétaliens. Mais justement, j'essaie de les influencer peu à peu. Puis justement, surtout comme mon père de plus en plus, lui, c'est vraiment le côté plus environnemental. Puis il a vraiment comme, il conduit une Prius justement. Puis pour lui, c'est vraiment important tout ça. Fait que j'essaie de l'influencer plus le côté justement, le côté écologique. Puis il mange beaucoup plus comme au lieu de manger une sandwich de viande froide, il va manger une sandwich d'humus, des affaires comme ça. Fait que de plus en plus, j'essaie de les influencer. Puis je pense que ce qui est bon aussi, c'est de voir que quand tu essaies d'influencer quelqu'un, tu devrais pas lui dire « Ah, tu devrais être végétarien du jour au lendemain » ou « Tu devrais être vegan du jour au lendemain » ou surtout, je pense dans la communauté vegan végétalienne, souvent on va voir que les gens sont très dogmatiques. Puis c'est pour ça que c'est quasiment une religion un peu le végétalisme. Puis c'est ça que j'aime un peu moins de ce côté-là. Pour ça, des fois, j'aime mieux parler de comme plant-based au lieu de dire vegan. Ouais. Parce que souvent, les gens sont comme « Ah, t'es végétarien, mais... » tout ce que tu fais, ça sert à rien parce que tu manges quand même des œufs, tu manges quand même du lait. Tandis qu'au lieu de dire le côté positif que wow, tu manges pas du tout de viande, c'est vraiment bon. Même quelqu'un qui décide de faire le Meatless Monday, donc le lundi de pas manger de viande. Déjà, c'est vraiment une grosse étape. Déjà, pendant une journée de la semaine, quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande mais décide de pas manger de la viande, c'est déjà comme une bonne étape. Au lieu de beaucoup de personnes végétaliennes vont être comme négatives parce que c'est comme oh mais ça sert à rien de juste faire ça, tu devrais être comme 100% vegan, mais tu devrais plutôt encourager le monde à être 10% vegan ou 20% vegan ou juste si t'as ton assiette pis t'as un peu de viande, mais d'essayer de comme que la viande, que les légumes, les légumineuses, les fruits, tout ça prennent une plus grosse portion de l'assiette, puis tu peux quand même manger ta petite portion de poulet si c'est vraiment quelque chose que tu crois que t'as besoin, mais de plus en plus essayer de manger un peu plus de légumes, puis je pense qu'on devrait plus influencer les gens à manger plus de légumes, plus d'aliments végétaliens, que d'essayer de dire enlève la viande. Fait que d'aller plus du côté positif que du côté négatif. C'est ajoute des produits végétaliens, essaie de goûter le quinoa ou plus de légumineuses au lieu de dire enlève ta viande, enlève ton poulet, tout ça, parce que c'est difficile, tu sais, la nutrition puis notre diète, c'est vraiment, surtout dans certaines cultures, ça fait vraiment partie de notre culture. Puis, tu sais, comme mettons un Italien qui devient végétalien puis il dit à sa grand-mère que pour elle, c'est comme sa recette de meatball, c'est comme, ça fait comme des siècles et des siècles, c'est dans la famille, puis tu vas dire, oh, moi, je vais manger du tofu au lieu de manger la sauce de meatball qui fait partie de notre famille. C'est difficile pour eux, fait que... Ils vont le renier, c'est sûr. Ils vont quasiment le renier, c'est pour ça que c'est... Wow. Ouais. Personnellement, moi, le plus gros changement que j'ai vu dans ma vie au niveau de l'alimentation là-dedans, je le fais pas comme tu le fais. Moi, je mange des œufs, je mange du fromage, je mange beaucoup moins de viande, beaucoup plus de légumineuses, tofu puis tout ça. Ça a été au niveau de l'énergie. J'ai pu, tu sais, souvent l'après-midi, j'étais comme, fuck, je me couche un peu, je suis fatigué. Après le dîner, là, comme à 2 heures. J'ai pu vraiment cette affaire-là. Je le lis souvent quand je vais manger. Exemple, je vais manger un wrap à un moment donné du Subway parce que je suis sur la route. Comme hier, c'est arrivé. Brûlé après ça. Je me suis couché pendant 15 minutes. J'avais besoin. Je sais pas les gens que tu as peut-être influencés autour de toi. C'est quoi les changements les plus marqués qu'ils ont eu chez eux? Je pense justement le niveau d'énergie, ça a une grosse influence. Je pense surtout les gens qui vont... ce que je remarque, c'est moi, c'est vraiment une transition progressive. Mais les gens qui vont du jour au lendemain, souvent, c'est le côté, tous les produits laitiers, quand ils coupent ça du jour au lendemain, ils voient un gros effet. Je pense que c'est surtout le côté comme inflammation qui diminue beaucoup. Mais dans le fond, l'inflammation diminue beaucoup. Puis là, ils vont voir comme leur niveau d'énergie augmente rapidement, puis la récupération après les entraînements. Mais vu que moi, c'est vraiment comme une transition très longue,
je pourrais pas dire que comme du jour au lendemain, j'ai vu comme, j'avais beaucoup plus d'énergie, mais comme vous pouvez voir, j'ai quand même pas mal d'énergie, puis, tu sais, je m'entraîne plusieurs fois par jour, comme, souvent comme 30-35 heures par semaine, l'été, quand je m'entraîne à temps plein. Donc, c'est pas, si j'avais un manque d'énergie à cause de, parce que je manquais de protéines ou je manquais de viande, mais je serais pas capable de faire tout ça. Fait que c'est aussi une bonne façon d'influencer les gens. Au lieu de parler justement du côté éthique et du côté environnement, je fais juste parler du fait que comme, la meilleure façon d'influencer les gens, c'est que tu roules en vélo puis tu vas plus vite qu'eux durant les côtes, mais ils savent que toi, tu manges pas de viande. Ils vont faire, je vais peut-être essayer ça. Il va plus vite que moi durant les côtes. Donc, c'est une bonne façon de comme, d'influencer ça de façon positive. Puis souvent, justement, comme, quand on fait des long rides, tout ça, on parle de ça. De façon, j'ai essayé une nouvelle recette, des choses comme ça. C'est une bonne façon d'influencer sans être trop, justement, trop dogmatique puis être trop, comme, je pense que avoir des jugements, pour le monde, pour être acheteur facilement de ce concept-là, faut qu'ils voient, je pense, un bénéfice direct sur eux. Parce que même si tu parles, tu sais, de la terre, si tu parles de tout ça, oui, le monde a un intérêt pour ça, mais le monde sont plutôt centrés sur eux. Fait que je pense que si le monde achète facilement le fait que c'est bon pour leur santé, puis il y a une répercussion directe sur l'environnement, ben ça, c'est comme le byproduct de ce qui se passe. Puis même quand c'est par lui-même, si tu dis que comme, OK, mais quand tu vas avoir 70 ans, tu vas pas avoir de diabète, tu vas pas avoir de cholestérol. C'est dur de les motiver pour ça parce que c'est trop dans le long terme. Mais si tu dis que comme, OK, mais dans quelques jours, tu vas te sentir avoir beaucoup plus d'énergie, c'est une façon beaucoup plus facile de les influencer parce que c'est à court terme. C'est un peu notre problème de notre société. On pense tout le temps trop court terme, on pense pas à long terme. Pour ça que notre planète est en train de, comme, être détruite. C'est ça qu'on fait aussi avec notre alimentation parce qu'on dit, OK, je vais manger du bacon, c'est pas grave, c'est dans 50 ans, je vais avoir le diabète puis du cholestérol, mais je vais m'en occuper plus tard, je vais prendre des statines, c'est pas grave. Mais si tu dis, OK, mais si tu prends pas ce gros burger-là, tu vas te sentir beaucoup mieux en après-midi, puis tu pourras courir plus vite. Là, c'est facile de les influencer parce que c'est comme quelque chose de court terme. C'est bon pour eux-mêmes, c'est ça. C'est drôle, je vais voir un médecin, moi aussi, je viens d'avoir 40 ans, puis il me dit, hey, tu fais des nouvelles normes au niveau des charts pour le cholestérol. Il dit, hey, tu fais du cholestérol, faut que tu prennes de la statine. Puis moi, j'ai toujours une assez bonne alimentation, je m'entraîne. Je disais, non, je prendrais pas de médicaments pour le cholestérol à 40 ans, ça fait pas de sens, c'est quelque chose qui marche pas, tu sais. Fait que c'est pas à 70 ans, des fois, c'est à 40 ans, tu vas avoir ça, puis là, faut que tu dises, ben écoute, juste changer un peu ton alimentation, puis ça va faire une différence si tu as besoin de le faire. Fait que moi, ça a été un choix aussi. C'est ça que le médecin t'a dit? Ouais. C'est le fun, parce qu'il y a pas si longtemps, le médecin n'aurait jamais parlé de ça, tu sais. Puis tu sais, je pense même Pierre Lavoie, il a une bonne influence, surtout du côté de l'activité physique. Juste de dire comme le médecin, au lieu de faire une prescription justement pour les statines, il fait une prescription de 30 minutes de marche par jour. Puis ma mère est médecin de famille, puis souvent elle fait ça à ses patients qui sont comme, parce que si c'est ton médecin qui te le dit, puis même ta prescription c'est marqué, tu vas le faire. Mais si c'est comme mais tu peux moi qui le dis dans le podcast, peut-être ils vont pas le faire. Mais le médecin, c'est comme une grosse influence. Mais là, c'est ta mère est médecin. Ouais, fait que là, c'est tout d'un coup un impact. Mais je pense qu'à un moment donné, les médecins aussi, ils peuvent, prescrire ça pour beaucoup d'affaires. Tu sais, quelqu'un est dépressif, il va dire, ben, va faire un peu d'activité physique. Ça peut régler bien des problèmes. Ça règle beaucoup d'affaires, tu sais. Au moins, commencer avec ça. Ouais, c'est ça. Parce que souvent, on va voir la façon facile. Tu sais, on va tout le temps c'est comme un peu la même affaire que genre, tu veux te rendre à quelque part. La façon simple, c'est de prendre l'auto. Mais des fois, tu prends ton vélo à la place, tu peux prendre le transport en commun, mais c'est un peu plus compliqué. La même chose que si tu veux baisser ton cholestérol, la façon la plus simple, beaucoup plus facile, c'est juste prendre les statines. La façon plus raisonnable, qui fait plus de sens, c'est de faire l'activité physique, avoir une meilleure diète. Mais à long terme, ça va avoir vraiment un meilleur impact. Peut-être à court terme, les statines vont avoir un plus gros impact sur ton niveau de cholestérol, mais peut-être ça va avoir aussi d'autres effets sur ta santé aussi. Tu sais, c'est ça quand la surmédication aussi, c'est un gros problème. Exact. Tu as dit que tu coachais aussi des athlètes. Est-ce que c'est comme un peu là, une approche que tu essaies d'avoir avec eux aussi, ou c'est vraiment juste l'aspect entraînement plus? Pour moi, c'est vraiment plus l'aspect entraînement, parce qu'il y a des gens qui sont vegan, il y a des gens qui le sont pas. J'essaie pas justement de trop influencer là-dessus. Mais tu sais, ils savent que je suis vegan, mais des fois ça aide un peu, tu sais, comme ils savent comme dans leur subconscient. Ils posent des questions. Mais des fois aussi, les gens sont plus attirés pour moi pour le coaching, justement, parce que eux sont vegan, puis souvent leur coach leur ont dit mais là tu peux pas être un triathlète, tu peux pas être un nageur, tu peux pas être un coureur de course à pied si tu manges pas de viande, tu sais. Souvent ça arrive. Fait que des fois ils sont attirés par quelqu'un qui a la même philosophie, puis qui vont pas être négatifs par rapport à ça, même ils vont être positifs parce que eux-mêmes sont vegan. Fait que il y a quelques athlètes que j'entraîne qui sont vegan, puis c'est le fun aussi, puis tu sais, on peut parler de comme OK, qu'est-ce que tu vas manger
à la semaine avant la course ou durant les entraînements ou durant la course, vu qu'on a le même mode de vie, des fois c'est plus facile de communiquer par rapport à ça, tandis que quelqu'un un athlète qui est vegan, puis son coach est complètement comme opposé à ça, ou même quelqu'un qui est comme neutre, mais comme moyen neutre, là, c'est difficile de comme être motivé à continuer à s'entraîner avec ce coach-là, parce que tu sens des fois un peu le jugement que mais tu sais, des fois comme ça m'arrivait que comme tu sais, des fois t'as juste un rhume qui est normal, mais au début quand je commençais à être vegan, c'est comme le coach va être peut-être que c'est parce que tu manges pas de viande, genre. Tu sais, c'est juste un rhume, là, on est comme dans le temps de Noël, c'est normal que des fois t'as des rhumes, là, c'est ça. Des fois c'était comme souvent les gens vont avoir un peu des jugements par rapport à ça, fait des fois c'est le fun de t'entourer de monde qui sont, tu sais, c'est toi qui choisis ton entourage, puis t'essaies de trouver les gens qui ont le même mode de vie, qui vont te pousser au lieu de te tirer, parce que souvent les gens des fois ont tendance à comme drag you down, justement à chaque fois comme si quelqu'un moindrement qui a des objectifs des fois trop élevés que ça soit pour leur carrière professionnelle, sportive ou comme leur alimentation, vu parce que eux ils se voient dans toi, tu sais, ils se voient que eux ils sont pas capables de vraiment de faire le move puis d'essayer d'atteindre leur rêve, au lieu de se dire lui-même peut-être je vais essayer moi aussi d'atteindre mes propres rêves. C'est plus facile pour eux de dire mais c'est impossible, tu peux pas faire ça. Viens nous rejoindre. Non, c'est ça. Tu peux pas partir de la propre compagnie, tu peux pas devenir comme triathlète professionnel ou tu peux pas devenir vegan, ça se fait pas. Fait au lieu de eux essayer de se lever, ils vont plus mettre tout le monde au même niveau vers le bas, tu sais. C'est drôle parce que hier soir, j'avais la même conversation qu'on a là aujourd'hui avec un monsieur de 80 ans qui vient de perdre sa femme. Le gars, il a très bien réussi dans la vie. Il a fait beaucoup d'argent, il a eu un gros parc immobilier. Puis on avait une discussion par rapport à l'immobilier ensemble, puis il me disait, Maxime, tu vas voir, plus tu vas vieillir, mais tu vas avoir de plus en plus de gens qui vont essayer de t'amener vers le bas. Parce que tout le monde qui vont soit vouloir réaliser un rêve ou avoir du succès, les gens aiment pas nécessairement ça. Puis souvent, c'est le monde proche de toi qui vont essayer de te ramener vers le bas, de dire, écoute, fais pas ça marchera pas. Fait que c'est drôle que tu me parles de ça à 25 ans, parce que j'avais la même conversation avec un monsieur de 80 ans hier qui me disait exactement ça. Ouais, des fois c'est bon de parler justement du monde qui a plus de sagesse que nous, de parler à du monde tu sais, les personnes âgées, souvent, justement, notre société, c'est comme les personnes âgées, on les met dans les centres, puis on leur parle plus, puis eux, ils ont vécu pendant 70 ans, 80 ans, ils ont accumulé tellement de sagesse aussi, comme justement, récemment, j'étais à un camp d'entraînement en Virginie, puis là, je parlais à un vieux monsieur quand même, il était comme très sportif, à chaque jour, il allait à la piscine, il s'entraînait, il allait au spa, tout ça. Tu sais, il me parlait de comme, tu sais, de sa vie, tout ça, puis de sa philosophie, puis il me parlait de PMA, qui est de genre Positive Mental Attitude, puis tu sais, c'est comme, ça c'est un concept qui est de plus en plus populaire. En ce moment, il y a même un gars, John Joseph, qui écrit un livre sur le PMA, tout ça, puis lui, il le connaissait pas, mais pour lui, c'était comme sa philosophie par lui-même, puis c'est lui-même qui est venu à ça, puis tu sais, il me parlait de comme, tu sais, de pas avoir de regrets, tout ça, puis c'est comme, souvent, on prend pas le temps de parler aux gens, puis des fois, c'est comme, on devrait, parce que c'est ce genre de personnes-là, ils t'apprennent, puis ils ont appris de toutes leurs erreurs, puis en les écoutant parler, mais tu peux ne pas faire ces erreurs-là qu'ils ont faites, là, puis ils me parlaient justement beaucoup d'être positif dans la vie, pas avoir de regrets, puis souvent dans la vie, t'as des décisions qui sont difficiles, puis qui font peur, mais c'est souvent ces décisions-là qui te font peur ils te font peur justement parce que ça signifie quelque chose pour toi, tu sais. C'est une raison encore plus d'essayer. Ce qui te fait peur, c'est quelque chose que tu dois faire. Non, c'est ça, généralement, ouais. Okay. Mais souvent, c'est parce que ça implique un changement, puis le monde, ils veulent pas de changement, là. Souvent les gens ont peur du changement, puis c'est parce que tu sais pas ce qui va arriver, c'est ça qui est tricky avec le changement. C'est un risque, là, ça. Mm-hmm. Wow. On parlait de philosophie de vie, c'est quoi ta philosophie par rapport à l'Ironman? Comment tu vois ça? Dans quel sens? C'est une question assez large, mais il y a la discipline sportive, mais au-delà de la discipline sportive, il y a une raison pourquoi quelqu'un fait ça dans la vie. Ouais. C'est pas juste pour dire, écoute, j'ai le goût de faire ces distances-là, il y a quelque chose d'autre. Comment tu vois ça? Je trouve ce qui est le fun, c'est que quand tu fais un Ironman, tu vois du monde de tous les niveaux. Tu sais, tu vas avoir des athlètes professionnels, des athlètes groupe d'âge, mais de niveau très élite, qui sont vraiment, vraiment en forme, puis qui sont comme, qui ont des 6-packs ou des 8-packs, ou tu sais, des mollets toutes définis. Mais tu vas avoir aussi des personnes comme plus âgées, des personnes de 70 ans, 80 ans, ou des personnes vraiment qui ont pas l'air en forme du tout, qui ont un bon point, mais que pour eux, c'est leur but, c'est leur but de se mettre en forme. Puis souvent, les gens vont dire, mais quand je vais atteindre mon poids,
santé, là, je vais pouvoir faire mon Ironman que j'ai tout le temps voulu faire. Donc, ils mettent tout le temps à plus tard, tu sais, ils mettent ça au demain, tandis que ces gens-là, souvent, les gens vont les juger parce que, ils ont pas l'air en forme, ils ont un vélo cher, mais ils ont une bedaine. Mais au contraire, c'est eux, ils se sont dit, peu importe si je suis pas en forme en ce moment, je vais quand même donner cet objectif-là de faire mon Ironman. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais le finir. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est ça. Au lieu de dire comme, OK, plus tard, je vais faire ça, pour eux, c'est une façon de rester dans le moment présent. Puis je pense justement dans le sport, puis surtout dans le sport d'endurance, c'est comme le now, là, rester dans le moment présent, c'est quelque chose de très, très important. Puis comme, tu veux pas tout le temps repousser au lendemain. Puis un Ironman, c'est quelque chose que j'essaie de justement, ma philosophie, je pense, dans l'entraînement, c'est beaucoup essayer de penser au moment présent, rester dans le nord, parce que c'est tellement long. Même chose pour un ultra trail. Si tu débutes ton marathon, puis tu sais qu'il te reste 41 km, parce que t'as juste fait 1 km, puis tes jambes sont déjà en feu, t'as déjà soif, t'as faim, t'as un manque d'énergie, t'as une hypoglycémie. Si tu te dis comme, OK, il me reste encore 42 km pour finir, c'est vraiment difficile de te motiver. C'est pour ça que rester tout le temps groundé dans le moment présent, puis juste penser comme au prochain kilomètre que tu as à faire ou à la prochaine station d'eau que tu as à atteindre ou même juste le prochain pas. Tu sais, comme plus ça devient difficile, plus tu restes au moment présent, le prochain pas que tu dois faire ou la prochaine côte que tu dois monter pour te fixer des petits objectifs aussi. Puis je pense que c'est comme ça se traduit vraiment beaucoup avec ta vie aussi. C'est comme des fois tu essaies de trop penser à long terme, penser trop à des objectifs trop longs, trop loin. Puis c'est là que ça devient démotivant. Ça devient motivant, t'as peur. C'est pour ça que tu dis ça sert à rien, il y a aucune chance que je vais pouvoir atteindre cet objectif-là. Je suis mieux de rester où je suis en ce moment, au lieu de faire comme une petite étape. Puis des fois, la petite étape, c'est comme quelqu'un veut faire un Ironman plus tard, mais la première étape, c'est de peut-être marcher 10 minutes parce que la personne n'a jamais été en forme, jamais été active du tout. Tu sais, des fois, c'est comme tu te fixes le gros objectif que, OK, c'est 140.6 000. C'est vraiment long, là. C'est comme 17 heures. Je vais jamais pouvoir faire ça, mais tu veux juste penser, OK, demain, je vais essayer de marcher 10 minutes, puis après, ça va être comme, dans quelques mois, ils vont run rock pendant un certain temps. Tu te fixes des petits objectifs, puis c'est vraiment, dans la vie ou dans les entraînements, dans les courses, peu importe ton niveau, tu peux juste penser au moment présent, puis penser à ce que tu peux faire en ce moment-ci, parce que si tu penses à trop long terme, c'est là que ça devient difficile, puis c'est là que tu penses à abandonner durant ton Ironman, parce que c'est comme trop démotivant, là, de penser qu'il te reste encore 3-4 heures de course à faire, là. Une autre question que j'avais en tête, il faut que je la ramène. Elle s'en vient, je vais la pogner. J'en ai une d'abord. J'avais déjà fait ça avec Maxime. Si t'avais, comme, mettons, à t'écrire, là, j'avais pris 20 ans, 40, là, mais on va changer les âges. Si t'avais t'écrire comme un peu une lettre aujourd'hui pour toi quand tu vas avoir, dans le fond, dans 15 ans, là, quand tu vas avoir 40 ans, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu t'écrirais par rapport à la vie en général, là? Ça peut être, c'est assez large, là, comme question. Je sais pas. Je pense que ce serait de continuer à justement t'écouter toi-même puis pas trop écouter justement l'opinion des autres. Je pense que il y a comme un terme, tu sais, il y a FOMO comme Fear of Missing Out ou YOLO là. Ouais. Mais aussi un autre terme que c'est un psychologue qui a comme un peu découvert ou comme plus brandé, mais c'est FOPO, c'est comme Fear of Other People's Opinions. Ouais. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans notre société, puis on a peur de les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ouais. On veut tout le temps paraître bien, puis on a peur de prendre des décisions parce que ça va paraître mal, les gens vont nous juger, puis je pense que c'est important de justement là en ce moment, je pense que je me fous un peu des opinions des autres personnes, tu sais, mais peut-être dans 40 ans ça va être différent parce que t'as une job, t'as une famille, t'as une maison, tout ça, puis des fois comme tu veux tout le temps paraître bien, tout ça. C'est important de considérer que... Si tu fous les opinions à Cheverty, c'est pire avec l'âge. Non, c'est ça. C'est pour ça que là, c'est bon. En 40 ans, tu vas t'en foutre encore plus. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense que je vais le marquer sur je vais mettre sur mon frigidaire, puis là, dans 15 ans, mais là, je vais le voir encore de pas me fier aux opinions des autres, puis pas me préoccuper de ça. Puis aussi, je pense justement, comme on parlait tantôt, d'essayer de m'entourer le plus possible avec des gens qui sont positifs aussi, tu sais. Même dans le sport, des fois, ça peut être des fois, t'es un entraîneur, puis ton entraîneur est comme très négatif, tout ça, puis c'est comme à chaque jour, ton entraîneur est là à 5h30 du matin, mais il est pas content d'être là, tu sais. Ça te drag down aussi, tu sais. Tandis que là, si ton entraîneur est positif, tout ça, tes occupés sont positifs, au lieu de comme, il y a une compétition, mais une compétition positive au lieu d'une compétition négative, ça t'influence positivement de jour en jour, puis c'est ça qui te permet de grandir ensemble comme équipe au lieu de que chacun essaie de comme
se drag down eux-mêmes. Puis là, au lieu de comme toute l'équipe est élevée, mais tout le monde essaie de réduire les autres personnes, puis on est tout à un niveau encore moins parce que il y a trop juste d'énergie négative, là. C'est une bonne question de te poser. Ça m'amène à la question que je voulais te poser, en fait. Sans les rappeler. Ouais, je m'en suis rappelé. Ça revient des fois, là. Ouf, lâche. Tu commences à être connu pas mal sur le circuit. Le monde t'a même demandé est-ce que tu viennes sur le podcast parce que t'étais une inspiration pour On voulait trouver le message. On l'a pas trouvé. C'est Chuck qui l'a mis les oubliettes. Bref, il y a quelqu'un qui l'a demandé. Comment tu vois ça? Parce que le monde te connaît sur le parcours. Tu sais, tu dois entendre ton nom souvent pendant une course. Let's go, Antoine. Comment tu vois ça? Comment tu perçois ça? Tu sais, t'as peur de te décevoir parce que tu termines pas une course. Comment... C'est sûr qu'il y a vraiment un gros côté positif par rapport à ça. C'est comme, Tremblant, c'est vraiment la course que j'aime racer là. Puis je pense que je suis quelqu'un qui performe bien, qui a un peu de pression. Comme, on dirait que j'ai la difficulté durant les entraînements à vraiment comme, si je compare comme, par exemple, les watts que je peux faire en course comparément aux watts que je peux faire en entraînement, je peux vraiment mieux performer durant les courses parce que justement, toute la pression est là, tout ça. J'utilise ça comme une énergie positive à essayer de performer le plus possible. Puis plus je sais qu'il y a du monde qui sont là pour m'encourager, c'est vraiment motivant comme à l'Ironman de Tremblant. C'était vraiment incroyable. Mais ça peut aller vraiment dans les deux sens aussi. C'est que moindrement ça va pas bien. Tu sens aussi toute ces regards-là, aussi une énergie négative-là, comme l'année passée, à l'Ironman de Tremblant, justement, je m'étais évanoui au comme 25e kilomètre. Fait que c'était ma grosse course, j'étais comme vraiment motivé à bien performer là. Puis là, ça a mal allé. Puis là, cette année aussi, comme toute la saison, ça n'a pas super bien été. Puis j'ai eu comme une crevaison au demi-Ironman de Tremblant. Fait que là, comme j'arrivais à l'Ironman de Tremblant cette année, puis là, c'était comme, OK, mais la dernière course que j'ai faite ici, j'ai flatté. L'autre course avant, je me suis évanoui. Tu sais, comme, ça va pas bien, mais là, surtout comme le commentateur, juste avant le départ, comme 5 secondes avant le départ, il présente les athlètes, puis il dit comme, Antoine, il a fait le 70.3 cette année, il a flatté. L'année passée, il a pas terminé. Là, c'était comme, oh! C'est pas super positif, mais après, comme quand je suis sur le parcours même, toute l'énergie était vraiment positive, tout ça, puis je le sentais vraiment, puis c'est comme ça. C'est vraiment comme une énergie de plus qui est là. Pour ça que souvent, comme, pour moi, ma force, c'est la natation, puis j'aime ça, être au devant de la natation, parce que je sais que les gens vont encore plus m'encourager parce que je suis au devant. Tu sais, des fois, comme mon coach est comme, tu devrais mieux prendre ça un peu plus easy en natation, garder ton énergie. Mais moi, je sais que... C'est connu pour ça, tire tôt de l'eau, toi. Ouais, c'est ça. Puis je sais que si je sors un peu plus en avant sur les autres, l'énergie positive, peut-être je vais devoir dépenser un peu plus d'énergie physiquement parce que c'est comme, tu bénéficies pas de la drag, du drafting. Mais l'énergie positive puis mentale que je vais recevoir comme... En sortant le premier de l'eau. Ouais, des spectateurs, tout ça, ça va comme... C'est 100 fois plus bénéfique que le peu d'énergie que je vais perdre en essayant de tirer les autres personnes derrière moi. Fait que j'essaie de comme utiliser ça de façon positive. Puis il y a d'autres personnes que des fois c'est un peu plus difficile. Puis des fois la pression est trop intense. Puis on a la difficulté à performer sur la pression. Puis je pense avant quand j'étais plus jeune, puis je faisais des courses à ITU avec drafting, triathlon sprint olympique. Des fois je trouvais que la pression était trop élevée, mais en tant que tel, peut-être il y a un peu de pression de soit la fédération ou du monde, mais dans le fond, c'est toi-même qui mets cette pression-là. C'est toi-même qui crois que, Triathlon Québec veut vraiment que tu performes bien, ou Triathlon Canada veut que tu performes bien à cette course-là parce que ça va te permettre d'atteindre d'autres courses, tout ça. C'est toi-même qui pense à ça, tu sais, c'est toi-même qui nuit mentalement. Fait que c'est pour ça que... Peut-être qu'ils ont jamais eu cette conversation-là. Mais non, c'est ça. C'est comme toi-même qui te fait des discours dans ta tête, mais en tant que tel, la pression vient de toi, peu importe, c'est toi-même, la pression, elle va tout le temps être plus forte de toi, même si c'est un peu de pression externe, tu sais. C'est pour ça que c'est bon ça, le côté mental, c'est vraiment important d'essayer de plus, comme, d'utiliser comme, mon coach de ce qu'ils font, il disait ça avant, c'est comme, mais j'étais jeune, là, c'est pour ça que ça fait un peu bébé comme métaphore, là, mais c'était comme, tu sais, t'as plein de papillons dans ton ventre, avant ta course, mais faut que tu demandes à tes papillons de te propulser vers l'avant, tu sais, au lieu qu'ils se nuisent entre eux, genre. Fait comme tu te dis, c'est bon d'être nerveux avant une course, mais à certains niveaux, si la nervosité est trop haute, ça va te nuire, tu sais. Faut juste s'assurer. Mais si t'es pas du tout nerveux, tu vas pas bien performer parce que c'est comme, tu vas performer aussi bien que si c'était un entraînement. Mais si tu atteins ce niveau-là comme optimal, pis ça, si tu peux l'atteindre comme, il y a plein d'affaires, ça peut juste être, avoir une routine avant ta course, écouter de la bonne musique, comme ta propre playlist de musique, ou des fois c'est un peu de visualisation, pour essayer d'atteindre c'est comme niveau de motivation, niveau de nervosité, d'anxiété, juste idéal pour que comme t'atteignes ce niveau
de performance comme parfait, mais pas trop élevé, mais pas assez pas élevé. Tu sais, c'est juste le moment exact, là. Puis ça arrive pas tout le temps. Des fois, ça va arriver que je vais être trop nerveux puis ça va mal aller, ou des fois, c'est pas comme une science parfaite, mais t'essaies d'arriver à ce moment-là parfait puis être comme un peu dans le flow zone aussi durant ta course. Puis si t'as trop de pression externe ou interne, tu pourras jamais atteindre ce flow state-là parce que il y a trop de facteurs que tu penses dans ta tête. Tu sais, ta tête doit être focusée sur ce que tu fais en ce moment. Puis là, si tu penses à mais je vais pas me qualifier pour le championnat du monde si cette personne-là me dépasse, ou si tu penses à trop d'affaires, c'est comme faut-tu juste te concentrer à aller un pas après l'autre. Ouais, c'est ça, le moment présent. Ouais. J'ai vu sur ton site web, tu avais une question que tu posais aux gens, c'est êtes-vous superstitieux? J'imagine que ça faisait allusion à superstitieux avant une course. Ouais. Tu as sûrement des habitudes ou un rituel avant ta course. Ça ressemble à quoi pour toi? Avant, on dirait que j'étais Si c'est weird, tu peux en parler pareil. Avant, on dirait que j'avais un peu plus comme une routine d'avant-course. C'était comme, avant ma course, je prenais comme du riz basmati avec comme des fruits séchés, tout ça, puis du sirop d'érable, tout ça. C'est comme, j'avais tout le temps mon repas préféré avant la course, ensemble? tout ça. Ouais, c'était comme pas super bon. Un repas de prison. Hein? Ouais, c'est un peu mon repas de prison. Puis là, on dirait que j'ai comme un peu moins cette superstition. Qu'est-ce que j'ai dit? Superstition. On va le couper au montage. On coupe rien au modèle. Mais c'est ça. Maintenant, on dirait que comme je suis un peu plus flexible. Tu sais, des fois, je vais manger comme du gruau. Des fois, je vais remanger ce riz-là. Même chose pour la veille. Des fois, j'ai l'impression que les superstitions, ça peut être bon parce que c'est comme ton corps, il sait que, OK, si t'as mangé ce riz-là ce matin-là parce que tu manges jamais ça, ça veut dire que tu vas faire une course. Ton corps se prépare à ça. Fait que c'est bon d'avoir un peu une routine, mais il faut aussi avoir une certaine flexibilité aussi parce que tu peux faire une course au Mexique puis là pas avoir certains ingrédients-là que tu as besoin. Ton sirop d'érable? Ouais, c'est ça. Ou mettons, souvent des fois j'aime une pizza comme sans fromage la veille de la course, mais si tu fais une course à l'autre bout du monde puis là t'as pas ça, est-ce que ça va tout influencer négativement ta course? Des fois ça peut nuire aussi. Mais c'est bon des fois d'avoir une routine, des fois la superstition ça peut nuire négativement. Comme un des athlètes qui a beaucoup de superstition, c'est comme Rafael Nadal, là, à chaque fois comme lui il a comme trois bouteilles, puis là il va tout le temps mettre comme il a sa bouteille d'eau après son jus, il va tout le temps la replacer à chaque fois. Puis là quand le nombre de balles de rebonds qu'il fait avec sa balle, après il repousse ses shots, tout ça, c'est pour lui ça le permet de le grounder dans le moment, mais tu sais des fois ça peut le nuire négativement, tu sais parce que c'est comme ça devient comme trop gros, tu sais, le moindrement si il faut que tu te concentrer, là, faut que tu sois vraiment concentré, là. Des fois, ça peut nuire parce que c'est comme, tu peux moins réagir à ce qui arrive parce qu'il faut tout le temps que tu fasses les mêmes affaires. Mais, des fois, justement, cette superstition, ta routine, ça peut te permettre, justement, de trouver ce moment de flow state parce que t'es comme, ton corps, il associe cette routine-là. Tu rentres dans quelque chose, là. C'est ça. Bon, cool. Antoine, ça nous amène vers la fin de notre entrevue. As-tu d'autres questions, toi? Non. Cool, c'est pas mal intéressant, sincèrement. 3 questions pour toi. Je sais pas si tu as vu les émissions jusqu'à la fin, parce qu'on a quand même des longues entrevues, puis des gens, des fois, qui regardent jusqu'au bout, des fois, arrêtent, ils se stationnent, puis arrêtent, puis ils recommencent pas l'épisode, mais bref, si tu as écouté jusqu'au bout, il y a 3 questions. C'est quoi pour toi être une machine? Moi, j'ai pensé pas mal, là, surtout comme, justement, quand je cours, tu penses à plein d'affaires, là. Comme pour moi, une machine, c'est comme, des fois, quand tu parles d'un athlète, tu dis, ce gars-là, ou cette madame-là, c'est une machine. Moi, c'est surtout le côté mental. Tu sais, c'est quelqu'un qui est capable de faire, qui va faire comme 6 heures de vélo, 3 heures de course à pied, puis comme, il y a rien qui va l'influencer négativement. Tu sais, c'est comme, peu importe s'il pleut, s'il fait pas beau, si la personne se sent pas super bien, il va faire le travail comme une machine. La machine n'a pas d'esprit, tu sais. Par les trucs externes. Puis, une machine, c'est comme, tu demandes de faire quelque chose, elle va le faire. Moindrement, faut quand même que tu fasses un peu d'entretien, là. Fait comme, quand même, tu fasses attention à ton corps, tu veux pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que tu fasses des changements d'huile. Fais attention à ce que tu mets dedans. C'est ça, faut que tu mettes le bon fuel aussi, tu sais, faut que tu mettes, du bon tempeh. Puis aussi, c'est, j'ai goûté à ça, c'est pas super. Non, c'est bon, le tempeh, là. Faut que ce soit crispy, là. Tu m'en feras. Ouais. Ah, tu fais ça crispy, toi? Moi, j'aime ça très crispy, là. C'est comme, je mets un petit peu d'huile sur la plaque, je coupe le tempeh, je le rôtis, puis vers la fin, tu mets un peu de sirop d'érable, puis là, c'est comme vraiment parfait. Même après, tu peux mettre un peu de sriracha, là, pour que ça soit un peu... Ouais, t'avais pas fait ça de tu viens de tomber dans la palette, là. T'avais pas fait ça juste de... Non, mais le tempeh, c'est que je m'étais fait dire, dans la cuisine de Jean-Philippe, il va dire, vous allez voir, le tempeh, là, c'est comme un peu plus...
C'est un goût sophistiqué, un petit peu, c'est umami qui appelle, là. C'est le 6e goût qui est moins intéressant. Puis comme amer un petit peu. Amer un petit peu, c'est ça. Mais on retient sa recette, on va la mettre même sur ton émission. Intéressant. Je m'excuse, tu m'as vraiment déstabilisé le tempeh, parce qu'honnêtement, je veux m'y mettre un peu plus. Vas-y, pose d'autres questions. Ah oui, même tu peux faire des sandwichs de comme BLT, là, mais après tu remplaces le bacon par du tempeh, là, ça c'est incroyable. Tu mets, ah ouais? J'ai écouté, j'ai une amie qui fait ça. Ah ouais, hein? BLT, c'était... C'est pas mal la source de protéines de plus élevée. C'est spiké, il y a pas du tout de gras, ou pratiquement pas de gras, mais il y a beaucoup de protéines. Fait que le ratio protéines-gras est comme incroyable. Ça m'amène, je veux te poser cette question-là. Tantôt, je dois te la poser, mais je te la pose là. Qu'est-ce que tu penses? Parce que tu as étudié là-dedans le tofu. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de divergences à savoir à cause des hormones, à cause de tout ça. Et c'est quoi ton... Qu'est-ce que tu en penses? Tu peux pas comme trop manger de tofu puis commencer à avoir des seins, là, mettons, là. C'est ça, souvent, les gars. les gars, ils demandent ça souvent, là, des fois dans les cours de nutrition, ils vont dire, mais là, est-ce que je prends trop de tofu, genre des seins? Mais non, c'est pas. C'est sûr, il y a des phytoestrogènes dans le tofu. Mais pour que ça ait vraiment un impact comme sur ton niveau puis comme commencer justement à avoir des seins, c'est comme faudrait que tu prennes genre méga supplément puis c'est pas dans une diète normale, tu veux pas prendre trop de tofu pour que ça affecte ton niveau de testostérone puis mais non, il y a aucun problème pour prendre. C'est quoi la consommation régulière de tofu pour une semaine? T'as-tu peut-être comme 4-5 repas. OK. Comme surtout en prendre comme durant le souper. Ouais. Juste souvent peut-être 4-5 repas puis des fois peut-être justement un peu de tempeh des fois au midi, des choses comme ça. Fait que c'est pas à chaque repas comme déjeuner, midi, soir, mais je me limite pas justement à cause de cette raison-là là, c'est que j'essaie de plus varier là, puis je suis un gros fan justement des légumineuses aussi là. Une autre chose qui est très bon, c'est les edamame qui vient aussi de la fève de soya puis comme c'est un bon snack aussi, là, même juste avant un repas. C'est très riche en protéines aussi. T'sais. Des fois, c'est comme t'as faim, là, tu veux snacker avant ton repas, mais ça, c'est une bonne affaire à faire parce qu'au lieu de snacker des chips, mais tu vas snacker des edamame, puis c'est vraiment mieux pour la santé. Là, puis... Intéressant. Si t'avais une chanson sur la soundtrack de ta jeune vie. De ta jeune vie. On va sûrement changer plus tard, mais ce serait quoi? Mais moi, dans ma tête, je pensais comme à la fin, là, comme mettons que je meurs. Ouais, là, c'est ça. Mais là, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. OK. Parce que là, j'hésitais est-ce que je prends une tune qui est comme vraiment comme positive et pop, quelque chose, ou rap? Mais là, je pense comme, parce que, en tant que tel, je me considère plus comme quelqu'un qui est comme assez, intrinsèque, tu sais, comme qui pense beaucoup tout le temps puis qui aime parler aussi, là. Mais, fait que je pense je suis un gros fan de Bon Iver. Ouais, Bon Iver, moi aussi. Ça, c'est comme, je trouve aussi un des meilleurs groupes puis j'aime beaucoup écouter ça comme... Leur dernier album, il était écœurant. Ouais. Moi, je suis un gros fan aussi. Fait que je pense à la chanson, j'hésitais dans une couple de chansons 2, mais je pense à la chanson comme la meilleure qui fit plus, ça serait Wash de Bon Iver. J'hésitais entre ça puis Holocene, mais je pense Wash, c'est comme... Je trouve que ça fit bien, genre. Souvent, des fois, comme quand je fais des podcasts, je fais comme un remix, là, puis je mets une tune en arrière, puis des fois, je vais mettre ça là, genre. Fait que là, je me vois parler, puis avoir cette tune-là en arrière, puis comme peut-être courir en slow motion, quelque chose de même, là, à 70 ans, là, quelque chose de même, là. Je trouvais ça fitait bien. C'est un bon choix. Cool. Si tu avais un livre à donner au plus grand nombre de personnes possible pour influencer leur vie positivement, ça serait quoi? Ouais, ça aussi, j'y ai pensé, là. Là, je me disais, parce que j'aime beaucoup lire, puis je lis souvent des livres de non-fiction, que ce soit comme sur le côté, des fois, c'est comme un peu philosophie, ou des fois, un peu nutrition, aussi le côté entrepreneur, je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que je prends plus un livre sur comme la nutrition, comme How Not to Die, quelque chose comme ça? Mais je pense que le livre que je donnerais à plus de personnes, je pense que c'est vraiment un livre qui devrait être, comme obligatoire dans pas juste l'université, mais quand même au cégep, au niveau secondaire, c'est le livre de Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Oh yeah. C'est le livre, c'est comme Let My People Go Surfing, quelque chose comme ça. C'est comme A Story of a Reluctant Businessman. Puis c'est vraiment comme ça, il parle vraiment c'est un peu son mémoire, mais c'est vraiment comme créer comme quasiment un livre d'école. Ça parle un peu de son histoire, mais aussi de sa philosophie d'entrepreneur, sa philosophie sur comme comment créer une compagnie de façon écologique, puis de comment... Puis c'est pas seulement lié à n'importe qui veut faire une compagnie, mais c'est lié à comment tu veux vivre ta vie, tu sais, avoir un bon impact sur la planète, puis tu sais, laisser la planète à un meilleur état que comment tu l'as eu, puis ça, c'est la même chose que si tu vas dans une trail, puis
tu veux que la trail où t'as couru soit dans le meilleur état que quand t'étais, tu sais. Fait que tu peux ramasser les déchets qui étaient là. Il parle aussi beaucoup de, tu sais, Patagonia, c'est la première compagnie qui a vraiment commencé à avoir un service de réparation des vêtements. Tu sais, peu importe si ça fait comme 50 ans, 70 ans que tu as eu ton manteau, ils vont le réparer, peu importe, ça va rien coûter. Fait que ça, c'est vraiment bien, tu sais, le fait de juste... au lieu de jeter. Juste, au lieu de jeter, ou souvent, tu sais, justement, je pense avec les iPhones, tout ça, tu sais, on veut tout le temps avoir la meilleure version de ça, ou le meilleur manteau, le meilleur tout. Des fois, c'est comme ce qu'on a fonctionne vraiment correctement, puis souvent, je pense que, tu sais, comme recycler, c'est bien, mais le fait de juste moins utiliser, c'est encore mieux que recycler parce que comme la surconsommation, surtout comme là en ce moment, c'est comme bientôt c'est comme le Black Friday là, c'est comme le moment de l'année que comme je trouve le plus déprimant là quand tu vois les vidéos du monde qui se bat pour acheter genre une télé placement, les affaires de même, c'est comme t'en as-tu vraiment le besoin? Non, c'est ça. Justement, je pense qu'à chaque fois tu devrais te poser cette question-là, essayer de comme vivre le plus de façon minimaliste, essayer de il y a un livre là-dessus. En as-tu vraiment besoin? Ah ouais? Écrit ça, ouais. Aussi, il y a comme les minimalistes aussi qui ont un podcast puis un documentaire aussi qui est intéressant. Puis ce livre-là, justement, de Yvon Chouinard, ça parle vraiment de plusieurs affaires, justement, de recycler, essayer de réutiliser le plus possible, essayer de moins consommer le plus possible, moins acheter de choses, te demander si t'en as vraiment besoin. Puis essayer, comme compagnie, lui, justement, comme souvent, il y a plein de monde qui voulait acheter sa compagnie parce que ça marchait très bien. Mais lui, son but dans la vie, c'était comme il veut être un exemple pour les autres compagnies dans le monde, que ce soit les North Face ou les Salomon, n'importe quelle autre compagnie, pour que les autres compagnies aussi soient comme... Parce que le capitalisme en tant que tel, je trouve que c'est quelque chose... Je trouve que c'est un bon système, mais il faut que ça soit un capitaliste responsable. Je pense que c'est ça qui est un peu qui promouvoit. Tu sais, il promouvoit pas le communisme, n'importe quoi. Tu sais, Patagonia fait de l'argent, puis justement, il avoue que des fois, il fait des erreurs, des choses comme ça, comme n'importe quelle compagnie. Mais c'est important d'être responsable. Donc, que tu sois une compagnie, que tu sois comme le président ou dans le gouvernement, ou que tu sois juste un citoyen, t'as une responsabilité aussi, puis il faut que tu sois conscient de cette responsabilité-là. Puis, je pense de finir avec un quote de Spider-Man, c'est comme with great responsibility comme great power. Ouais. Je pense que c'est pas Spider-Man qui a inventé ça, là. C'est comme, ça vient d'une autre affaire, mais c'est plus Spider-Man qui l'a rendu populaire, là. Fait que là, je le rends populaire. C'est bon. C'est encore plus populaire. C'est mon compte, là. Dis-moi donc, tu parles, puis en terminant, tu parles souvent d'entrepreneuriat, d'affaires. Qui est là? OK. Tu parles souvent d'affaires, d'entrepreneuriat. C'est-tu une de tes ambitions dans le futur? Ouais, c'est quelque chose, j'ai quand même un intérêt. Brendan Brazier, qui est un triathlète, qui a été dans la nutrition, c'est-tu quelque chose que tu trouves inspirant pour toi? Moi, je trouve que c'est quelque chose d'inspirant, puis je pense aussi de faire, justement, comme, c'est pour ça que je lis beaucoup là-dessus, puis je pense, avoir une compagnie qui a une bonne influence sur les gens, tu sais, comme, je veux pas avoir une compagnie juste pour vendre des produits, tu sais, je veux avoir un produit qui est comme, justement, ça nuit pas à la population, ça nuit pas à l'environnement, mais au contraire, ça aide à conscientiser les gens à ça. Fait que pour moi aussi, j'ai un gros intérêt pour la nutrition puis la nutrition végétalienne. Fait que, tu sais, ça serait probablement un produit lié à l'alimentation végétalienne, aussi peut-être pour les athlètes aussi, question, c'est bon pour la planète, mais bon pour la santé. T'as avoir une idée en tête? Ouais, j'ai un peu une idée, là, mais là... On parle pas ici, hein? C'est un secret, ouais. Des millions de personnes qui écoutent le show, là, je veux pas... On va te suivre. Tu fais des investisseurs, tu nous donnes ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Vraiment cool. J'espère que j'ai pas trop parlé, là. Mais non, c'était ça le but. Où est-ce qu'on peut connecter avec toi, ton podcast? Oui, le podcast, c'est le podcast du triathlète, donc sur iTunes, mais Balados aussi sur SoundCloud. Aussi comme Instagram ou Twitter, c'est @Antoine Gilletry. Puis aussi sur Facebook, c'est comme Antoine Gélicard Desroches, triathlète, coach. Cool. Donc, c'est un gros nom, mais vous allez me trouver là. On va me trouver. Cool. Merci Antoine. Merci. C'était vraiment cool. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.